Bonjour à tous, merci d'être présents cet après-midi pour ce workshop qui est sur innover avec les carnaux INRAE et plus particulièrement les outils d'aide à la décision pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc nous, qui sommes-nous? Donc nous sommes les Carnaux. Les Carnaux, c'est quoi? C'est un réseau de laboratoires de recherche publique et d'instituts techniques et nous sommes dédiés à promouvoir les partenariats de recherche et le transfert d'innovation. Les Carnaux sont labellisés par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et on démontre une excellence scientifique et également un haut niveau de recherche partenariale et de transfert pour les entreprises. Donc au niveau des Carnaux aujourd'hui qui sont présents, nous avons le Carnot Caliment, le Carnot Plante Tout Pro et le Carnot France Futur Élevage. Donc au niveau des carnets INRAE porte 5 carnaux, donc le Carnot Environnement, Plante Tout Pro, France Futur Élevage, Caliment et 3 Bécars. Au niveau des chiffres clés, en 2021, on a signé 1161 contrats de recherche, ce qui a généré un chiffre d'affaires de 57,5 millions d'euros, à peu près 1765 brevets en portefeuille et nous sommes labellisés ISO 9001. Donc pour le Carnot Plante Tout Pro, le Carnot Plante Tout Pro, c'est le Carnot pour les productions végétales. On réunit 16 laboratoires de recherche INRAE et 3 instituts techniques, donc Terre Innovia, Arvalis et l'Institut français de la vigne et du vin, avec nos autres tutelles, donc le CNRS, INRAE, l'Institut Agro et AgroParisTech. Donc notre Carnot, il s'organise autour de 4 axes de compétences que vous pouvez voir ici. Donc on a le premier axe qui est génétique et sélection variétale. Donc en fait, on va, dans cet axe-là, venir regrouper l'ensemble des compétences autour du génotypage et du phénotypage des plantes. Ensuite, le deuxième axe, c'est la protection et la nutrition des plantes. Donc là, on va réunir l'ensemble des solutions de biocontrôle et de biostimulation. Ensuite, le troisième axe de compétences, c'est système de culture innovante. Donc là, ça va plutôt être, on va un peu changer d'échelle, on va revenir à une échelle plutôt à la parcelle ou aux exploitations, voire même au paysage, pour concevoir des systèmes plus complexes, donc avec la diversification des cultures, des réflexions autour de la fertilisation des sols. Et voilà. Et ensuite, le quatrième axe, numérique et production végétale. Donc là, l'idée, en fait, c'est de venir traiter de tous les sujets qui tournent autour des outils d'aide à la décision ou de l'ensemble des outils numériques qui permettent de faciliter la gestion des systèmes, par exemple, ou la prise de décision. Et aujourd'hui, on essaye de réimplémenter en fait, ce quatrième axe à travers les 3 autres, puisque finalement, il est assez transversal aux autres thématiques. Pour enchaîner, donc sur le Carnot France Futur Élevage, donc nous on est vraiment dédié, comme notre nom l'indique, aux filières d'élevage. On porte les 9 acteurs de référence qui sont INRAE, l'Institut Agro, le CIRAD, les écoles vétérinaires, ONIRIS et le NVT, ainsi que les 3 instituts techniques, l'IDEL, l'ITAVI et l'IFIP, et ce pour couvrir toutes les filières d'élevage, donc de l'aquaculture à la cuniculture, en passant par les ruminants et les porcs. Donc on couvre 4 axes thématiques, donc tout ce qui est pratique d'élevage, à la fois nutrition, bien-être animal, la génétique et la reproduction avec l'amélioration et la sélection génétique, la reproduction. Au niveau de la santé, donc tout ce qui va être limitation des usages aux antibiotiques, alternatives et les approches socio-économiques. Et pour terminer, le Carnot Caliment, donc là c'est le Carnot qui va être dédié à tout ce qui va être recherche et développement en alimentation humaine et santé. On a 3 grands axes thématiques. Donc le premier, ça va être tout ce qui est nouvelles protéines, ferments fonctionnels et probiotiques. Donc ça va aller du développement et de la production de nouveaux ferments à l'analyse du microbiote et à les relations entre le microbiote et la santé par exemple. Notre deuxième axe, c'est tout ce qui est développement durable, évolution de la demande sociétale. Donc on va avoir ce qu'on va appeler usine agroalimentaire du futur, donc développer de nouveaux procédés plus respectueux de l'environnement, tout ce qui va être produit clean label et tout ce qui est associé à la naturalité plus largement. Et enfin, le dernier axe, alimentation pour des populations spécifiques. Ça va être tout ce qui va toucher à la nutrition des personnes âgées, des nourrissons, des sportifs ou des personnes allergiques.
et voilà, développer de nouveaux aliments ou en tout cas de nouvelles techniques pour ce type de personnes. Donc pour cette première présentation qui va s'orienter beaucoup plus au niveau des outils d'aide à la décision orientés en élevage, donc plus particulièrement innovants pour une gestion efficace et durable pour les acteurs de la filière. Donc les outils d'aide et la filière d'élevage, donc comme ce matin a été présenté lors de la présentation, il faut innover en élevage pour répondre aux différents défis pour lesquels nous faisons face. Donc nous allons vers quoi? Nous allons vers un élevage de précision, donc ouvrir les perspectives et notamment vers le changement des chefs, ne plus seulement être focalisé sur le troupeau en lui-même ou l'animal, mais prendre l'animal entier par rapport à son environnement et le territoire. On va également vers une aide de monitoring et de pilotage, par exemple avec l'alimentation de précision, tout ce qui est sélection génétique, phénotypage, et également l'économie et la sociologie des filières, mais également au niveau de tout ce qui est connectivité, donc qui permettent d'améliorer la traçabilité, le carnet de santé par exemple, et l'utilisation d'antibiotiques, la limitation d'antibiotiques, mais également l'automatisation de la collecte de données. Et nous allons tourner vers un élevage augmenté, connecté, donc c'est-à-dire mettre à disposition des outils de suivi intelligent, utiliser l'intelligence artificielle qui fait maintenant partie de l'intégration des nouveaux logiciels, mettre en place des outils d'aide à la décision, mais également offrir des référentiels et permettre le benchmarking. Donc, au niveau de la recherche, on prend de plus en plus en compte le data et le numérique. Et il faut savoir que ces outils sont à la fois des outils terrain et des outils de recherche, donc ils ont deux missions. La première mission, ça va être d'aider les éleveurs, mais également les scientifiques en permettant d'obtenir des données. Et cela représente un petit peu un cercle vertueux. Donc on va avoir la mise en place dans les élevages en ferme d'outils d'aide à la décision ou de capteurs qui vont nous transmettre des données. Ces données vont être stockées dans des bases de données sur lesquelles nous intervenons notamment par la construction et la gestion de ces bases de données. Nous allons ensuite avoir les parties de traitement, tout ce qui va être utilisation de références, création de modèles et d'outils d'aide à la décision. On va à ce moment-là réaliser des modélisations du traitement de données qui vont nous permettre ensuite de développer des outils et également d'améliorer les outils existants qui seront à ce moment-là également mis en place à nouveau dans les fermes. Donc nous avons les compétences au niveau du Carnot pour intervenir tout sur l'ensemble de la chaîne de transmission de l'information. Ensuite, je vais vous présenter donc, la construction d'un outil d'aide à la décision. Donc, cette construction, elle est tirée d'une étude qui a été portée par INRAE et de l'Institut du Port, qui était sur construire un outil d'aide à la décision, comment mettre toutes les chances de son côté. Donc, il faut savoir qu'un outil d'aide à la décision, il y a 4 niveaux de construction. Le premier, ça va être de définir les objectifs, c'est-à-dire construire qu'est-ce que l'on va mettre dedans. C'est identifier les besoins, définir les attentes des utilisateurs et fixer les limites et le résultat que l'on souhaite avoir, c'est-à-dire définir les objectifs. Ensuite, ça va être réfléchir à la vie de l'outil. Donc là, on va faire intervenir plusieurs équipes pluridisciplinaires et complémentaires pour pouvoir le construire. Donc ça va être réfléchir au pilotage, au modèle économique et aux stratégies de diffusion. Le troisième niveau, ça va être plus tout ce qui est conception de l'outil. Donc on n'est pas encore au cœur, mais on est juste autour du cœur. Donc ça va être s'appuyer sur les utilisateurs finaux et les UX design pour générer l'interface utilisateur, l'analyse du produit fini et le test du produit. Et le final, c'est le cœur de l'outil, c'est-à-dire documenter les règles de décision, donc comment il va fonctionner, et les données que l'on va lui mettre en entrée pour qu'il fonctionne, et ce que l'on souhaite en sortie. Donc maintenant, je vais vous évoquer quelques outils d'aide à la décision qu'on a au cœur du Carnot France Futur Élevage. Donc ce sont quelques outils, on a un plus gros catalogue, et on est aussi apte à en développer des nouveaux. Donc au niveau de notre axe santé, on a notamment notre UMR Bioépar qui est localisé à Nantes, qui est INRAE et Oniris, qui développe des applications pour guider les éleveurs et plus spécifiquement pour les aider côté sanitaire. Donc le premier logiciel pour lequel je voulais vous parler, c'est le Dairy Health Manager. Donc c'est un logiciel dans lequel on va rentrer des données
en entrée, donc tout ce qui va être pratique d'élevage, reproduction, et en sortie, on va avoir des informations qui vont être sanitaires et notamment aussi les résultats de l'élevage, donc économique mais aussi de gestion. Le second logiciel va être le logiciel Émulsion, qui est dédié plutôt aux épidémiologistes. Donc les chercheurs en fait vont un petit peu décrire, comme vous décririez sur un Word ce que vous souhaitez faire, comme un cahier des charges, et ensuite vont injecter dans ce logiciel le cahier des charges, et ce logiciel va générer en fait les lignes de code pour justement avoir un outil qui permet de décrire des modèles prédictifs. Voilà. On est également présent en pratique d'élevage, donc on a notamment cet outil qui est Galéa, qui permet aux éleveurs en cuniculture, donc qui est l'élevage des lapins, de suivre la gestion des lapines et la reproduction. Donc il a eu notamment un Innopass en 2022. Donc vous avez une interface sur laquelle l'éleveur peut rentrer les saillies, les mises bas et vraiment suivre tout son élevage. Et cet outil permet également d'avoir des données qui construisent un référentiel national, mais également aux nouveaux éleveurs qui veulent s'installer, d'avoir des données de base et de pouvoir se baser sur des données pour pouvoir construire leur élevage et savoir vers où aller. Ensuite, l'outil Eben, qui est un outil qui est utilisé plutôt sur le bien-être, donc qui a été développé par l'Institut avicole Litavi, qui est un outil qui est plutôt simple et ergonomique, donc notamment sur smartphone, et qui permet d'évaluer le bien-être animal. Il est également possible de l'utiliser dans un cadre expérimental, mais il est adapté. Donc au niveau de cet outil, c'est simple. Vous rentrez vos données sur le smartphone, vous rentrez le questionnaire. Il y a également un protocole expérimental, un protocole sanitaire. On peut également avoir une évaluation au niveau du parcours des volailles et vous obtenez un différent résultat qui obtient différents résultats sur un bilan. Voilà. En dernier outil, je voulais vous présenter également au niveau de l'environnement, c'est l'outil Cap2ER. Donc c'est un outil qui est développé par l'Institut de l'élevage, donc qui est posté sur les ruminants, donc tout ce qui est ovins, caprins, bovins. Et cet outil permet d'évaluer à la fois les impacts positifs et négatifs de l'exploitation, mais aussi de générer des indicateurs de contribution positive. Donc vous allez avoir en indicateur par exemple d'environnement tout ce qui va être émissions de gaz à effet de serre, la qualité de l'eau, la consommation. Et vous allez avoir par exemple un indicateur de contribution positive, tout ce qui est stockage de carbone, comment votre élevage il aide à maintenir la biodiversité ou la production d'énergie renouvelable. Et en données de sortie, donc vous aurez énormément de retours. Voilà, donc pour vous résumer, donc, nous au niveau du Carnot France Futur Élevage, on a de nombreux chercheurs qui travaillent sur ces outils d'aide à la décision, à la fois tout ce qui est données, traitement de la donnée, mise en place d'outils d'aide à la décision. Donc on propose une offre complète au niveau du développement d'outils et on a la capacité également de traiter des données. Et nous, on est destiné donc à faire de la recherche partenariale pour aider les éleveurs, mais également les entreprises. Donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous contacter et également aller consulter les différents liens. Voilà. Merci. Pardon. Bonjour, donc je m'appelle Corentin Barbu, je suis chargé de recherche, donc chercheur à l'INRAE. Et dans l'un des projets qu'on a développé, on a cherché à aider les agriculteurs à réduire leur utilisation de produits phytosanitaires. Et donc pour cela, il y a une première étape qui a été de rassembler des données d'épidémiosurveillance, de météo, des fermes défis. Alors, beaucoup de gens parmi vous savent ce que c'est que les fermes défis. Je rappelle quand même que ce sont des fermes qui bénéficient d'un conseil spécialisé sur la réduction des produits phytosanitaires. C'est un conseil qui est gratuit, mais il n'y a pas non plus de subventionnement du changement des pratiques. Ce sont des groupes d'une douzaine de personnes qui peuvent réfléchir ensemble à comment, dans leur environnement, baisser leur utilisation de produits phytosanitaires. Et ces fermes ont en gros obtenu une baisse d'utilisation de leurs produits phytosanitaires de l'ordre de 15%, quand le reste de la population augmentait de 10%. Donc voilà, ça permet quand même a priori d'avoir une petite marge. Et c'est des fermes qui sont intéressantes dans un objectif non pas d'élimination complète des produits phytosanitaires, mais d'une utilisation raisonnée, optimisée, on va dire. Non, pas encore.
Et donc, on a une première partie dans ce projet qui était de modéliser le lien entre pression et rendement. Et on a une deuxième partie qui est d'aider à réduire l'utilisation des produits phytosanitaires à partir de ce qu'on comprend sur les liens entre pression et rendement. Je précise que le lien entre les pressions de ravageurs et de maladies sont souvent assez mal connus en fait, pour connaître le rendement, parce que ça dépend de beaucoup de choses. Et donc utiliser des seuils de nuisibilité comme c'est fait habituellement, c'est souvent assez réducteur. Donc on essaye de continuer à travailler là-dessus, mais ce que je vais vous présenter là, c'est plutôt l'aide à la réduction d'utilisation de produits phytosanitaires. Et pour ça, on a commencé par un diagnostic des usages, c'est-à-dire qu'on est allé voir des agriculteurs, des conseillers, des gens qui font des OAD, et ça nous a amené à réaliser qu'il y avait quelque chose qui manquait fondamentalement, c'était des références qui viennent du terrain, qui ne soient pas des essais expérimentaux dans des conditions hyper contrôlées, mais de fermes qui fonctionnent avec des vraies contraintes de ferme. Et on s'est dit que les fermes défis étaient un très bon référentiel, parce que c'est des contraintes de ferme, effectivement, qui fonctionnent comme des fermes, mais qui ont quand même des utilisations de produits phyto qui étaient moindres. Donc on s'est dit, ce qu'il faut faire, c'est pas tellement faire un énième OAD, mais c'est donner à voir ces données de manière synthétique, parce que de toute façon, on ne peut pas donner les informations de chaque agriculteur à tout le monde, ce serait complètement problématique pour les fermes défis. Mais comment on peut donner à voir ça, permettre aux agriculteurs d'utiliser cette référence pour réfléchir à leur propre système de culture, sans avoir de problème de confidentialité des données. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça, c'est un outil qui existe aujourd'hui. Je vous donnerai le site à la fin, parce que si vous connectez tous en même temps, c'est un tout petit problème de montée en charge encore. Mais si vous échelonnez un tout petit peu dans l'après-midi, ça marchera très bien. Donc il y a plusieurs modes de connexion, mais là, je vous montre ce qui est accessible pour tout le monde. On peut rentrer un code INSEE d'une commune, une culture, et on va regarder pour l'instant une similarité sur une campagne, donc par exemple 2022, et on va voir l'ensemble de ce qu'il y a pu y avoir comme rendement dans les fermes défis pour cette culture dans ce code INSEE, mais en fait pas que dans ce code INSEE, mais dans tous les codes INSEE qui ont eu un environnement comparable d'un point de vue de la météo et d'un point de vue du sol. Donc on a une mesure, c'est là qu'il y a un petit peu de recherche qui rentre, pour quantifier quand les gens sont suffisamment proches pour qu'on puisse dire qu'ils ont des conditions agronomiques à peu près comparables. Donc ça, c'est la distribution des rendements qu'on a. Ici, c'est la distribution des rendements qu'on a pu avoir, la distribution des sols qu'on garde comme étant suffisamment proches parce que la météo est suffisamment proche. Voilà. Et puis on va avoir les IFT herbicides, fongicides, mais on a bien d'autres pratiques. La fertilisation, les dates de semis, par exemple. Et on va aussi apporter des indications sur les pressions. Donc on a, à partir du réseau d'épidémiosurveillance, les réseaux du BSV, on va quantifier d'une manière qui est propre à nous, mais qui permet de voir le risque fusariose par rapport à la gamme de ce que ça peut être, entre 0 et 1, d'helminthosporiose, d'oïdium, bref, de toutes les maladies ici pour le blé tendre d'hiver, mais aussi des ravageurs. Si on choisissait orge, on aurait la même chose pour l'orge, pour le colza, et on a comme ça aujourd'hui une dizaine de cultures et on en ajoute régulièrement. Merci. On peut voir aussi où sont distribuées ces fermes qu'on trouve comme étant similaires d'un point de vue environnement agronomique, voir sur quelles années on peut les trouver. Sans surprise, on voit qu'il y a principalement des fermes qui sont en 2022, qui sont comparables, mais en fait, suivant les localisations, on peut trouver des fermes à d'autres années qui ont été dans des conditions météorologiques assez similaires. Okay ? On peut voir le type de filière. Alors, maraîchage, c'est un peu anecdotique là, et ça devrait pas. Enfin, c'est des choses qu'on est en train de supprimer, mais grande culture, polyculture, élevage, c'est les deux grandes filières qu'on va suivre ici, puisqu'on est quand même concentré sur tout ce qui est grande culture et polyculture, élevage. Et on va voir le mode de production. Alors, vous voyez que c'est essentiellement en conventionnel, mais il y a quand même un petit peu de bio, et on les montre, et on peut choisir de voir l'ensemble ou séparer juste le bio, juste le conventionnel, voir quels sont les résultats qu'ils obtiennent et quelles sont leurs pratiques.
On a aussi des choses comme ça, qui sont des détails mois par mois des traitements insecticides et des pressions qu'on a calculées. Donc on voit par exemple ici que donc là maintenant on est sur du colza, que les traitements en mars, ils coïncident avec du charançon de la tige du chou, du charançon de la tige du colza et du méligette. Et en gros, on peut penser que ce sont ces trois choses-là qui peuvent être traitées, parce qu'on n'a pas l'idée, on ne sait pas quelles sont les cibles qui sont visées explicitement. Donc mais ça permet d'avoir un peu des idées, alors que là, ce pic-là, ça correspond bien à ce qu'on voit pour les altises. Donc on peut penser que les gens traitent des altises, ce qui est agronomiquement très raisonnable. Quelque chose que permet cet outil aussi, c'est de faire une sélection. Alors ce que j'ai fait ici, ça veut dire, moi ce qui m'intéresse, ce sont des fermes qui sont avec des hautes pressions d'altise. Vous voyez le carré bleu qui est ici, ou violet, je ne sais pas, je suis daltonien, donc on va dire que c'est bleu. Et disons que c'est sélectionné ici, tous les box plots supplémentaires que vous avez là sont mis à jour en ne sélectionnant que les données qui sont là. Et vous pouvez sélectionner ce que vous voulez, sur plusieurs graphiques en même temps. Donc ça peut être très dynamique comme ça. Alors on a un seuil en dessous duquel vous ne pouvez pas descendre pour respecter le secret statistique. Là toujours on a une préoccupation du secret des gens qui nous donnent la donnée. Mais vous pouvez ainsi trouver un peu ce qui vous intéresse dans les données. Si ce qui vous intéresse c'est qu'est-ce qui se passe en zéro phyto, vous sélectionnez IFT total hors traitement de semences 0 et vous aurez ce qui se passe en zéro phyto. OK ? On continue. Et ça, c'est une dernière chose qu'on a fait. Donc là, tout ce que je vous montrais, c'était à l'échelle de la parcelle. Mais on peut aussi travailler une parcelle une année, mais on peut aussi travailler en multi-campagne. On peut travailler sur l'ensemble d'un système de culture. C'est ce que je présente ici. Donc là, vous avez toutes les cultures du système de culture et les différents rendements, les différents IFT. Et si on voulait plus de choses, on peut sélectionner beaucoup plus donc c'est ici, là, vous voyez. On peut sélectionner tous les critères qu'on veut observer et voir comment les différentes cultures sont pertinentes et se dire, effectivement, si dans l'ensemble, mon IFT est un peu haut sur mon système de culture, peut-être qu'aller mettre un peu plus de tournesol, de tournesol ou de triticale, ce serait intéressant pour essayer de rebaisser. Donc on a le rendement. Ce que j'ai pas commenté, mais vous avez peut-être vu tout à l'heure, il y avait une question de rentabilité. Donc là, on a une évaluation de la rentabilité qui n'est pas du tout une évaluation en fonction du prix du marché. C'est de manière générale, le tournesol, ça rapporte tant de la tonne, le rendement c'est tant. Donc voilà ce qu'on peut attendre. C'est ce qu'on peut espérer comme productivité générale. Ce qui permet aussi d'avoir des agrégations au niveau du système de culture, parce que là, on l'a fait en fonction des cultures, mais on peut le regarder sur les différentes années, et du coup, on agrège tout ce qu'il y a pour les différentes cultures. Donc voilà, c'est un outil qui permet de fournir un référentiel à l'agriculteur, au conseiller, pour discuter ce qui peut être fait en termes de réduction d'utilisation des produits phytosanitaires, et plus généralement en termes de repenser les pratiques qui sont faites sur l'exploitation, pour améliorer le système général. Donc, vous pouvez accéder à ce site-là pour voir ce que ça donne. C'est en accès libre et gratuit. Donc, c'est mokoriba.fr/général. Ce que je n'ai pas détaillé non plus, on peut revenir juste un tout petit peu encore. C'est que là, vous voyez, il y a type de localisation, exploitation. On commence à avoir des partenariats qui permettent de cliquer là, et vos données sont envoyées automatiquement sur le site, et donc ça permet de vous positionner, vous, pour chacun de ces indicateurs, par rapport à la masse du réseau défi, et donc de voir comment on se compare. On peut retourner là où on était tout à l'heure. Et ça, on peut le faire partout en France métropolitaine, à l'échelle de la parcelle, de la culture ou du système de culture, comme je le disais tout à l'heure, en campagne ou en multi-campagne. Et ça nous permet, vu qu'il y a cette identification de situations comparables, qu'on peut aussi choisir, on peut aussi choisir de regarder que une année donnée, que son département ou sa région, si vous ne faites pas confiance à notre modèle d'analogie. Et ça permet de faire des sélections à la volée de situations d'intérêt qui vous intéressent dans votre cas particulier. Et on a
On aimerait pouvoir développer cet aspect partenarial, par exemple avec Mes Parcelles, par exemple avec d'autres personnes qui font de l'enregistrement de données de pratiques d'agriculteurs, pour qu'on ait ces liens comme on les a avec WeUse par exemple, ou avec Agrosist et pour les fermes des filles, ou encore avec Sister pour tout ce qui est ferme expérimentale, des instituts techniques. C'est bon. Nos partenaires actuels pour le déploiement de ça, c'est Euralis, le réseau Défi et le réseau Cypre. Et on a, comme je disais, la volonté d'élargir le cercle de partenaires. Donc s'il y a des gens qui utilisent, des coopératives qui utilisent WeUse, qui voudraient pouvoir proposer ce service à leurs agriculteurs, bah, venez nous parler. On a déjà tous les tuyaux sont en place, il faut juste qu'on se mette d'accord sur comment on fait. Et on projette aussi d'améliorer l'offre en développant éventuellement d'autres indicateurs, notamment sur les émissions de gaz à effet de serre, mais potentiellement sur d'autres choses. Si ce n'est pas l'IFT qui vous intéresse, on peut développer. Et on a un travail en cours sur l'évolution climatique et intégrer comment on peut réfléchir, pas seulement en termes utilisation de phyto, mais aussi comment on va articuler l'agroécologie et le changement climatique, parce que je pense que c'est le gros défi de ces 20 prochaines années. Voilà. Merci de votre attention. Merci beaucoup. On prendra toutes les questions à la fin, donc pas d'inquiétude là-dessus. Là, on va commencer à vous parler des outils d'aide à la décision, cette fois-ci en agroalimentaire. Vous l'avez eu en élevage, vous l'avez eu dans les plantes, dans l'agriculture. Maintenant, ce sera dans l'agroalimentaire. On va rester très franco-français, nous. Donc, on va vous en présenter deux. Le premier, c'est sur du fromage. Ça s'appelle Docamex. Et le deuxième, c'est sur le pain. Il n'a pas de titre spécifique. Donc, pour Docamex, c'est une plateforme numérique innovante au service des savoirs et savoir-faire fromagers. Donc, c'est un outil qui a été développé par l'UMR IAT et l'UMR I2M à Bordeaux, avec tous les partenaires que vous voyez là-haut qui ont participé au financement ou d'une autre quelconque manière à ce projet. Donc, pour un petit peu de contexte et d'historique de pourquoi cette OAD a été développée, en fait, la filière fromagère s'est retrouvée, a émis un constat qu'il y avait une perte de savoir-faire dans leur domaine, parce qu'il y avait un turnover important, parce qu'il y avait des personnes qui partaient à la retraite et qu'en fait les connaissances étaient transmises oralement. En fait, il y avait vraiment une perte de savoir-faire générale. Et ils se sont donc mis d'accord qu'il y avait un petit problème et que du coup, il y avait un besoin justement de préserver ce patrimoine, de préserver ces connaissances, de les enrichir et également de les rendre opérationnels dans le sens compréhensible par tous et à mettre en œuvre facilement. Donc globalement, Docamex, pour les utilisateurs finaux, entre guillemets, c'est donc toutes les filières fromagères, que ce soit les AOP, les filières françaises, pardon, les entreprises laitières, ainsi que les ENIL, donc c'est les écoles nationales des industries laitières. Donc c'est un projet qui a commencé en 2017. Pour l'instant, il n'y avait que 5 filières fromagères qui étaient incluses dans le projet. Donc, il y a eu un premier financement Case d'Arc et après, ça en suivi 2 autres financements France Relance qui a permis au projet de se développer et de prendre une ampleur nationale et de continuer d'ailleurs à se développer. Il y a une association qui a été créée à la fin de tout ça. Et donc voilà, tu peux passer. Donc là, j'ai parlé un peu des utilisateurs en termes vus du dessus. Les vrais utilisateurs de cet outil, en fait, c'est un peu tout le monde. C'est vraiment très opérationnel, donc ça peut être les opérateurs, les techniciens, les enseignants, les scientifiques. Vraiment, c'est quelque chose de très, très fonctionnel. Quand les scientifiques l'ont développé, ils sont partis d'une approche très, très générique parce que les fromages, il y a des bases communes pour tous les fromages, faut pas se mentir. Donc, ils sont partis d'une base très générique. Et après, ils ont fait des focus selon le type de fromage. Donc, après, ils ont ciblé vers du spécifique pour les connaissances, pour toutes les données importantes. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une méthodologie qui peut s'appliquer à d'autres champs d'action, d'autres domaines d'application. Donc pas que le fromage, on peut l'appliquer dans d'autres domaines agroalimentaires et hors agroalimentaire. Et le résultat de toute cette démarche, ça a été Docamex. Donc en fait, c'est la combinaison d'un CAPEX et d'un LDC, donc un livre de connaissances. Donc CAPEX, c'est vraiment le moteur de recherche qui va raisonner et apporter une solution technique. Tandis que le livre de connaissances permet de formaliser et de transférer la connaissance à tous ceux qui utilisent le logiciel. Donc CAPEX, oui, tu peux y aller.
Capex, globalement, ça ressemble un peu à ça. C'est un outil web, donc en fait, c'est vraiment sur le web, il y a des codes d'accès à rentrer. Et c'est vraiment le moteur de raisonnement de la chose. C'est-à-dire que, par exemple, on va développer un fromage, on sera sur la ligne de production, on va se dire « Ah, mince !» Souvent, c'est pour les défauts qu'on va regarder ça. Donc, on va voir un petit défaut, par exemple, visuellement, il ne sera pas tout à fait conforme à ce qu'on s'attendait. Et donc, pardon, excusez-moi. Et donc, on va chercher dans cet appareil, avec l'aide de mots-clés, qu'est-ce qui, en fait, peut générer le problème, mais aussi qu'est-ce qui peut combler, entre guillemets, le manque. Donc, en fait, ce qui peut apporter des actions compensatoires. Donc, par exemple, si c'est un problème visuel, on va chercher dans tous les descriptifs. Et ça va faire une liste de propositions de solutions compensatoires ou correctives. Et en plus de ça, ces actions compensatoires et correctives, on peut les filtrer en fonction de leur efficacité. Il y aura quelques commentaires aussi en plus que des utilisateurs pourront mettre. Et il y aura aussi un tri en fonction des prix, si ça intéresse. Il y a pas mal de fils, donc c'est assez simple d'utilisation. Et à ça est associé du coup un LDC, un livre de connaissances, où là par contre un opérateur qui sera totalement débutant va pouvoir se référer pour comprendre le processus qu'il est en train de mettre en place, pour comprendre tout. Donc ça peut aller de la carte conceptuelle d'un procédé de fabrication à réellement des vidéos explicatives que quelqu'un aura fait bien avant. On va montrer à quoi ça ressemble en conditions réelles, on va expliquer oralement comment ça se passe. Et c'est vraiment un livre de connaissances générales. Et en fait, l'outil Docamex, c'est vraiment l'interconnexion de ces deux interfaces. Donc c'est vraiment, on va regarder pourquoi le fromage ressemble à ça. Et en fait, dans le CAPEX, il y aura un lien qui va renvoyer au livre de connaissances pour comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, rectifier le tir, c'est bien. Le comprendre pour mieux l'anticiper après, c'est quand même mieux. Du coup, c'est vraiment l'interconnexion des deux qui forme cet outil d'aide à la décision. Donc globalement, c'est un outil qui a été créé du coup par pas mal de filières, pas mal d'acteurs, donc c'est assez complet. Il y a même une association qui a été créée à la suite de ça pour justement continuer à le mettre en œuvre et continuer à l'alimenter parce que ça s'alimente, ça s'enrichit de jour en jour. Il y a des extensions qui sont possibles et du coup ils continuent à chercher d'autres filières fromagères en France, à l'étranger, d'autres filières européennes et même d'autres entreprises. Pardon, on n'entend plus rien. Et c'est une démarche assez générique, donc vraiment c'est adaptable pour d'autres types de domaines agroalimentaires ou non. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, ça c'est le contact de la personne qui est en charge de la plateforme. Donc voilà, et maintenant on va passer au pain. Merci beaucoup. Donc pour terminer, moi je vais vous parler d'un outil de diagnostic de la qualité du blé. Donc je vais essayer d'être claire, même si voilà, n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions après. On fera une session de questions pour toutes les présentations à la fin. Donc voilà, je vais essayer de vous expliquer d'où est venue cette idée-là et quel était l'objectif de cette aide à la décision. Donc à l'heure actuelle, l'évaluation de la qualité du blé, ça peut se faire de plusieurs manières. Il y a d'abord tout ce qui va être mesure technologique. Donc ça va être tout ce qui est taux de protéines, dureté du grain, quantité de gluten, qu'on peut mesurer via un alvéographe par exemple. Et il y a aussi une évaluation sensorielle normalisée de la qualité boulangère d'une farine qu'on appelle essai de panification et qui est fait donc qui est beaucoup plus coûteux, beaucoup plus long en temps, mais qui donne aussi beaucoup plus d'informations en comparaison aux mesures technologiques. Et donc cet essai de panification, il correspond en fait à une liste de critères sensoriels qui sont associés donc à une grille de notation pour calculer un score une valeur boulangère. Bon, le problème avec cet essai de panification, comme je disais, c'est que c'est coûteux, c'est long, et au final, on obtient une grille avec plein de critères, mais bon, c'est pas facile à analyser, c'est pas facile à en tirer quelque chose. Et du coup, c'est de là qu'est venue l'idée des chercheurs de trouver une manière de valoriser les données qui sortent de cet essai de panification et de développer un outil qui permet, à partir de cette grille, d'avoir des informations concrètes sur la qualité du blé. Hop. Et donc, ils ont développé un outil, donc un programme informatique pour qu'à partir des données qui sont dans la grille de l'essai,
donner des scores donc en fonction de 3 critères, donc relâchant, droit et force, et donc de traduire cette grille en des données simples, donc un score pour chaque type de pain. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est que cet essai de panification, il est réalisé, donc il est standardisé, et l'objectif en gros, c'est qu'à partir de la farine, on réalise toutes les étapes pour faire du pain, et ensuite on remplit les critères sensoriels associés au pain final. Mais du coup, c'est une grille qui est adaptée au pain. Donc, c'est la qualité du blé par rapport à une baguette de pain classique. Hop. Et du coup, là, c'est le résultat qu'ils ont obtenu. Donc, ce que je n'ai pas précisé non plus, c'est que pour développer ce programme informatique, ils se sont servis des données de Arvalis, donc des données qui viennent de plus de 10 000 blés, donc qui avaient été évalués via cet essai de panification. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que les différents blés se répartissent effectivement en fonction de leur profil. Donc, là, ils ont essayé de détailler un peu plus les profils, donc de relâchant à force. Et du coup, à partir de là, les chercheurs se sont demandé, mais au final, est-ce que on est obligé de faire cet essai de panification, ou est-ce qu'on ne peut pas essayer de voir s'il n'y a pas des corrélations entre les profils qui ont été mis en évidence et les tests technologiques dont je vous parlais avant, donc tout ce qui va être taux de protéines, taux de gluten, qui sont beaucoup plus faciles à calculer et qui sont moins coûteux, donc qui permettraient d'aller, que ce soit beaucoup plus simple de qualifier un blé. Et donc c'est ce qu'ils ont regardé, et ils ont vu qu'il y avait effectivement des corrélations entre les différents critères technologiques et les profils qu'ils avaient mis en évidence via leur logiciel pour les essais de panification. Et du coup, là, ils sont encore en train de pousser les recherches sur ce sujet. Et l'idée, ce serait vraiment de, par la suite, pouvoir se passer des essais de panification et pouvoir directement, via ce programme informatique, rentrer quelques critères et pouvoir directement définir un profil de pain et pouvoir dire, avec ce blé, je peux faire une baguette de pain qui aura telle ou telle qualité. Et puis après, l'étape d'après, ce serait à partir de tel blé, je peux utiliser cette farine pour faire tel type de pain, pain plat, différents types de pain, notamment du pain de mie aussi. Il existe des grilles aussi d'évaluation pour le pain de mie. Vas-y, passe. Et du coup, pour terminer, donc ça, c'est des recherches qui ont été valorisées notamment lors de communication, lors de conférences internationales. Il y a un manuscrit qui est en cours de révision, donc dans une revue scientifique. Et enfin, ce programme informatique, il va être inclus aussi dans le projet NR Climaboule. Donc voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que j'ai été claire, puisque c'était pas facile à retranscrire en peu de minutes. Mais n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou si vous voulez plus de détails. Le chercheur qui s'occupe du coup de cette OAD sera ravi de vous répondre. Et maintenant, je vais laisser la parole du coup à Alicia, puisque là, depuis le début, on vous parle d'outils d'aide à la décision et de recherche partenariale, mais il y a aussi des dispositifs qui ont été mis en place pour aider les entreprises justement à faire de la recherche partenariale. Merci. Donc oui, effectivement, pour accélérer et accentuer toutes ces innovations qui peuvent avoir lieu entre entreprises, et notamment ici des petites entreprises, et l'INRAE, du coup, on a mis en place un challenge depuis l'année dernière. Donc là, on est à la 2e édition, qui s'appelle le Challenge Innotech. Donc l'objectif du Challenge Innotech, c'est que déjà, il s'adresse aux startups TPE, PME, donc dans les domaines agritech, foodtech, greentech et biotech. Et donc, ces petites entreprises qui sont face à des verrous scientifiques et technologiques dans l'objectif de développer des nouveaux produits, d'améliorer des nouveaux produits, des services, elles viennent donc déposer un dossier de candidature. Et par la suite, nos équipes vont étudier donc, ces dossiers de candidature et vont essayer de trouver une problématique scientifique et technologique qui pourra être par la suite travaillée par les équipes de recherche, donc qui sont experts dans ces domaines-là, donc qui font partie d'INRAE, d'AgroParisTech ou de l'Institut Agro-Montpellier, ou également d'unités partenaires. Et donc par la suite, une fois que ces équipes sont identifiées, elles vont pouvoir venir travailler en partenariat avec ces petites entreprises pour lever ces verrous et pour les aider à développer, à mettre en place ces nouveaux produits, à améliorer ces services. Donc ça s'adresse notamment, comme je vous le disais, aux startups, aux TPE et aux PME. Il faut qu'elles soient immatriculées en France et donc qu'elles aient leur siège social sur le territoire français. Et à la clé, donc parmi tous ces dossiers, ces projets de partenariat qui vont être montés, on aura plusieurs phases d'évaluation. Et à la fin, on aura 3 projets qui vont être aidés financièrement par une dotation financière donc de 35 000 € chacun.
Il faut également bien sûr que ces projets répondent à des thématiques, donc les 5 grandes thématiques que vous voyez ici, qui sont celles qui sont couvertes par l'expertise d'INRAE, d'AgroParisTech et de l'Institut Agro-Montpellier, qui sont les partenaires de ce challenge, donc que je vais vous détailler plus précisément dans les prochaines slides. Donc on a dans la première slide par exemple, donc par exemple ça peut être la première thématique qui est celle de l'agriculture, production végétale et agroéquipement. Donc ici on vous a mis sur votre droite des exemples de sous-thématiques et ça peut être par exemple une entreprise qui veille à optimiser les algorithmes d'intelligence artificielle et dans l'objectif donc de modéliser la performance de biosolutions. La deuxième grande thématique qu'on a, c'est donc l'alimentation, les systèmes alimentaires et en lien à la santé. Donc avec par exemple une start-up qui voudrait améliorer un procédé de fermentation d'un nouvel ingrédient. Pour la troisième grande thématique, donc c'est tout ce qui concerne les productions animales, avec par exemple évaluer le potentiel socio-économique et environnemental d'un service d'élevage de précision. La quatrième thématique qui concerne tout ce qui est production, transformation de la biomasse. Donc par exemple une PME qui voudrait finaliser la conception de procédés de transformation de déchets résiduels en tant que biofertilisants et qualifier leur potentiel. Et enfin la dernière grande thématique qui concerne tout ce qui est ressources naturelles et biodiversité. Donc avec par exemple le souhait de tester des scénarios d'adaptation de systèmes de culture en changement climatique. Donc là ça regroupe toutes les grandes thématiques qu'on peut retrouver notamment chez les carnot, les 5 carnot d'INRAE. Et donc l'année dernière, on a eu notre première édition du Challenge Innotech, donc qui s'est clôturée en juillet. Et là, vous voyez donc les 3 lauréats donc, qui ont le droit à la dotation de 35 000 € pour les aider dans leur projet de partenariat, donc qui ont été montés et lancés depuis. Et donc actuellement, on est dans la 2e édition du Challenge Innotech. Donc pour vous donner les grands chiffres des premières étapes, donc on est toujours en cours de sélection, de montage des projets. Donc on avait reçu 22 dossiers de candidature, 20 dossiers ont passé les différents critères d'éligibilité. Donc comme vous le voyez, donc, ils correspondaient à 18 entreprises différentes parce que chaque entreprise peut déposer différents dossiers de candidature si ça relève de problématiques différentes. Et aujourd'hui, ce sont actuellement 13 dossiers donc, pour lesquels des équipes ont été identifiées, des équipes de recherche pour pouvoir travailler avec les entreprises et qui sont en train de discuter pour justement voir s'il y a bien un match entre les entreprises et les équipes de recherche et pour monter justement ce projet de partenariat qui va être par la suite évalué par un jury. Donc concernant très rapidement les grandes étapes, donc on a tout d'abord, ça c'est le calendrier de cette année mais qui devra rester à peu près similaire pour l'année prochaine. Donc on a une phase de lancement avec dépôt des dossiers de candidature. Après une phase de présélection pour identifier les dossiers qui correspondent bien aux critères d'éligibilité ou non. À la suite de ça, donc on identifie les équipes de recherche qui peuvent matcher pour chacun des projets, qui peuvent apporter une expertise, qui sont disponibles aussi pour travailler sur les projets. Et donc la phase sur laquelle on est actuellement, donc qui est la phase de montage du projet de partenariat où les équipes de recherche et les entreprises sont en train d'échanger pour construire ces projets de partenariat. Et ils sont également accompagnés depuis cette année par des pôles de compétitivité et d'innovation pour travailler sur les aspects création de valeur, stratégie marché et aussi recherche de financement. Si par exemple ils ne sont pas lauréats cette année, qu'ils aient déjà des pistes de financement pour pouvoir contractualiser et lancer leur projet idéalement également à la suite du challenge. Donc à la suite du dépôt des dossiers de candidature, donc cette année qui sera le 14 juin, on va avoir des phases d'évaluation par les jurys, donc évaluation de leur dossier. Et à la suite de ça, le 4 juillet, lors de l'Innotech Day, donc le matin, les entreprises viendront pitcher leur projet devant le jury Innotech pour le défendre à l'oral, avec des phases de questions-réponses. Et l'après-midi, donc on aura l'Innotech Day qui sera ouvert à tous, donc vous serez bien sûr les bienvenus, vous aurez un lien par la suite pour vous inscrire. Donc l'Innotech Day qui sera autour de tout ce qui est innovation et notamment renforcer les liens de partenariat entre INRAE et les petites entreprises. Et donc à la fin de l'Innotech Day, le 4 juillet, on aura l'annonce des 3 lauréats pour le Challenge Innotech de cette année et par la suite donc, la possibilité de contractualiser et lancer donc, les projets de partenariat. Donc, comme je vous le disais, cette année, l'Innotech Day a lieu le 4 juillet donc à BPI France à Paris. La matinée est à huis clos, donc réservée qu'aux entreprises qui sont actuellement dans le challenge, mais l'après-midi est ouverte à tous les acteurs de l'innovation, donc que vous soyez des startups, TPE, PME, des investisseurs ou d'autres accompagnateurs de l'innovation. Vous pourrez y participer, donc on a un lien d'inscription. Et l'année prochaine, donc, on relancera le Challenge Innotech qui se lancera vers automne 2024. Donc les dates à préciser par la suite, mais restez à l'affût si vous êtes intéressés en tout cas.
Voilà. Donc on a fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci beaucoup pour votre attention.